Bonjour à tous. J'attends que les premières personnes se connectent. On a de la chance aujourd'hui d'être en direct du PAD, Paris Art Design, un des plus grands salons de design au monde. J'attends que les premières personnes se connectent et qu'elles me confirment qu'elles nous entendent bien, que le son est bon et que l'image est bonne. On est donc en direct du PAD, en direct de la Pulp Gallery. Comme vous voyez derrière moi, c'est encore un peu le chantier parce qu'en fait, le PAD n'a pas encore ouvert ses portes. On a de la chance d'être en avant-première, en immersion au sein du PAD. Là, pour l'instant, toutes les galeries s'activent, essayent de fignoler les derniers détails avant l'ouverture au public, au vernissage demain. Et donc, comme vous le voyez, là derrière moi, on voit beaucoup d'objets spéciaux. C'est donc un des plus grands salons de design au monde et on a la chance cet après-midi d'avoir la Pulp Gallery, une galerie montante à Paris spécialisée dans le design du XXe siècle et notamment Paul Ménasser-Poussin, un des fondateurs de cette galerie qui nous ouvre les portes et qui va nous raconter un petit peu les coulisses du PAD, mais surtout comment est-ce qu'on monte un tel stand, comment est-ce qu'on se lance dans un tel projet, quels sont les rouages, comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce qu'ils ont travaillé avec des architectes d'intérieur, des scénographes pour avoir une scénographie que vous allez découvrir dans quelques instants assez détonnante parce que c'est une des parties du métier. Donc voilà, on est hyper heureux d'être en direct et de partager ce moment avec vous. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que le son est bon? Je m'apprête à donner la parole à Paul qui va vous présenter plus en détail ce projet. Sachez que c'est une vraie chance qu'on a d'être là aujourd'hui en avant-première, avant l'ouverture du PAD. Vous allez entendre du bruit, des scies sauteuses, des aspirateurs parce que tout est en fignolage chez les derniers instants. Et je vais vous présenter Paul, plutôt laisser Paul se présenter qui a déjà fait quelques petites interventions chez nous. Et voilà, je passe le micro à Paul. Bonjour Paul. Bonjour Théophane, attendez, je me microte. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez nous confirmer que le son est bon et que vous entendez bien Paul? Paul, on est vraiment ravis. Je suis ravi d'être avec vous. Privilégié d'être là cet après-midi avec toi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le PAD et ce qu'est la Pulp Gallery? Bon, on va commencer peut-être par le PAD. Donc le PAD, c'est une foire de design qui existe depuis maintenant plus de 25 ans. Ça s'appelle le Paris Art Design et en fait, c'est une foire qui rassemble un petit peu ce qui se fait de mieux dans le monde, dans les arts décoratifs, parce que le PAD, on a de la chance d'être là, hein, je le dirai plusieurs fois, mais je le dis déjà une première fois, c'est la foire de design la plus importante du monde. C'est là où les meilleures galeries du monde se rencontrent, viennent proposer ce qu'elles font de mieux. Donc, on parle des arts décoratifs qui vont du début du XXe siècle, donc de 1900, jusqu'au début du XXIe, ce qui est aussi une section art contemporain, enfin design contemporain, avec de jeunes créateurs, de jeunes scénographes, de jeunes architectes, qui viennent aussi présenter leurs propositions. L'idée, c'est vraiment, on est sur ce qui se fait de mieux dans le monde, dans toutes ces spécialités. Il y a 70 exposants, 70 galeries qui viennent présenter leur sélection pendant 5 jours en plein milieu de Jardin des Tuileries. Et donc vous faites partie de cette sélection de galeries, vous faites partie des 70. Comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qui vous a amené, vous, Pulp Gallery, à être présent là aujourd'hui? Alors, tout simplement, en tant que galerie ambitieuse et montante, on avait envie d'être sur ce salon qui est en fait d'une certaine manière l'apothéose pour une jeune galerie, puisque il y a deux grandes foires qui sont le PAD et une autre qui s'appelle Design Miami, qui sont vraiment le nec plus ultra des salons de design. Donc évidemment, dès qu'on a commencé à avoir une galerie qui fonctionnait bien, on s'est dit allez go, on le tente, on fait le PAD, c'est un risque gigantesque, mais en même temps une des choses les plus excitantes du monde. On a de la chance, c'est notre deuxième édition cette année, donc c'est la deuxième fois qu'on a la chance de présenter nos pièces et notre galerie au grand public. On va avoir 5 jours d'euphorie, peut-être 400 000 personnes qui vont défiler dans le salon. Et tu dis on parce que t'es pas tout seul à gérer la Pulp Gallery. Je vois derrière toi un peu en contrebas, on voit ici Paul Louis qui s'active pour fignoler les derniers détails de votre stand qui commence à prendre un peu vie. Est-ce que on peut regarder déjà un petit peu ensemble ce que t'as et à quoi ressemble ce stand avec une scénographie un peu particulière? Oui, cette année, on a fait le choix de faire une scénographie très théâtrale. On est en fait sur un échiquier là où les meufs viennent s'affronter un peu comme des pions d'échecs, des tours, des rois, des chevaux. Et en fait, on a décidé de présenter tout ça dans un cadre très sculptural. L'objectif de notre galerie, c'est vraiment d'expliquer aux gens que les meubles ne sont pas que faits pour s'asseoir. On adore les chaises sur lesquelles on ne peut pas s'asseoir, c'est même notre spécialité. Et aujourd'hui, justement, on intervient avec une scénographie qui est très sculpturale. Et c'était un petit peu l'objectif de notre propos. Je prends un peu de distance pour que vous puissiez voir un peu en grand angle à quoi correspond et à quoi ressemble un peu le stand de la Pulp. Donc on retrouve un peu cette grande partie d'échecs et ces couleurs aussi hyper vives. Et j'ai l'impression qu'il y a un artiste, ce qu'on peut appeler ça un artiste qui ressort un peu. Oui, bien sûr, on peut l'appeler un artiste, que c'est avant tout un artiste plus qu'un designer. Il s'appelle Gaetano Pesce. Donc toutes les pièces que vous avez très colorées, très fortes dans leurs couleurs, sont de ce designer. C'est un designer italien
Donc Gaetano Pesce, qui a grandi en Italie et vécu à New York. Et lui, sa spécialité, c'est la résine. Pour des raisons un petit peu différentes que je vais vous expliquer. Mais ce qu'il aime dans la résine, c'est le fait que chaque pièce est unique. Jamais nous n'aurons des nuances de couleurs qui seront les mêmes. Donc là, on voit un peu donc cette table, ces chaises, donc tout ça, c'est Gaetano Pesce. Exactement, c'est un ensemble qui s'appelle Broadway, qui est posé sur de petits ressorts. Et c'est des chaises qu'il a imaginées un petit peu comme notre monde. On ne sait jamais sur quel pied danser. C'est vrai, pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, justement, ces chaises? Ces petits ressorts que vous voyez au sol, ça crée une sorte de balance, de déséquilibre, et qui en fait crée aussi beaucoup de jeux et d'incertitudes. Et c'était un petit peu l'objectif de Gaetano avec cette série. Il s'est aussi inspiré de ses goûters chez sa grand-mère. Parce que lorsqu'il était petit, qu'il était chez sa grand-mère, il aimait se balancer, vous voyez, sur une chaise. On aime bien se balancer sur les pieds arrière et des choses comme ça. Et c'est un peu ce qu'il a cherché à reproduire avec ses chaises. Ah, c'est génial. Et donc, on voit aussi plusieurs autres meubles où on a moins cette couleur vive. On a des choses peut-être un peu plus ternes. En fait, on va avoir 5 designers sur le stand. Par exemple, je peux vous montrer ces deux pièces-ci. Donc, la bibliothèque K, je vais vous montrer le système d'ouverture qui est très amusant. Venez avec moi. Donc là, vous avez une sorte de petit pieu presque préhistorique qui vient ouvrir la bibliothèque dans laquelle on peut se saisir de quelques livres. Magnifique. Et ce sont avant tout des décorateurs, d'ailleurs. Ça va vous intéresser. Ce ne sont pas que des designers. Il s'agit de Elisabeth Garouste et Mathieu Bonetti. Et Garouste et Bonetti, dans les années 90, étaient ce qu'on appelle des ensembliers. Ce sont des décorateurs qui faisaient des appartements complets avec leur création. Donc là, on est vraiment sur le métier d'architecte d'intérieur, mais encore plus poussé à son paroxysme dans le sens où les pièces elles-mêmes sont dessinées. Ils vont dessiner le lit, la table, les chaises, les lustres, les appliques. Ils faisaient des intérieurs complets. Et leur spécialité, c'était d'utiliser justement ce qui se fait de plus noble comme matériau. Donc là, on est sur du bronze martelé et patiné à la main. Donc en fait, cette patine un peu vert d'eau reprend l'esprit, vous voyez par exemple, de la Statue de la Liberté ou de la Tour Eiffel, lorsque le cuivre se patine. Ça s'appelle une patine vert de gris. C'est superbe, c'est une patine au tampon, et même le travail du métal est magnifique. Enfin, pour le coup, on peut pas vraiment faire beaucoup plus cher, à moins de mettre de l'or pour fabriquer des meubles. Et c'est ça qui est aussi assez génial, ça pèse un poids pas possible. C'est d'un complexe absolu à fabriquer. Le fauteuil est donc du même acabit. Ah oui, on retrouve la même technique ici. Exactement, avec une peau de poulain et des belles tresses de cuir. Alors on voit que le galeriste... On me pose des questions. On pose des questions. Hop. C'est pas grave. La magie du live, mes chers amis. La magie du live, parce que oui, et donc là, on disait au début du live, on a énormément de chance d'être là parce que le salon n'a pas encore. Oui, le salon commence demain, exactement. Donc demain, les premiers arrivants vont venir. Demain, c'est une journée qui s'appelle le Collectors Preview. Donc ce sont avant tout les collectionneurs, architectes et la presse qui vont venir nous rencontrer demain. Et ensuite s'enchaînent différentes journées. Le PAD a une volonté un petit peu plus fermée sur les 2 premiers jours, ce qui permet aux musées, aux riches collectionneurs, à la presse, aux architectes et décorateurs d'intérieur de venir en amont du grand public et aussi être un peu les premiers à acquérir les pièces. Et donc en fait là, on sent qu'on est dans une excitation toute particulière parce que c'est les derniers détails qui sont peaufinés. On a les premières questions, c'est génial. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions à Paul. J'ai hâte d'y répondre. Oui, Paul est chargé à bloc parce qu'il y a cette excitation, j'imagine, de l'ouverture. C'est des salons qu'on prépare presque 1 an en avance avec nos scénographes. C'est beaucoup de travail et on est toujours très content d'y être enfin. Et d'ailleurs, on va y revenir parce qu'on va parler des scénographes avec qui vous avez travaillé avec des architectes d'intérieur qui font un super boulot. N'hésitez pas donc à poser vos questions. On a une première question de Jeanne qui pose la question: quel est le nom du premier artiste avec les chaises en résine? Peut-être que je crois que c'est ton artiste designer préféré. Oui, c'est un de nos designers phares, donc il s'appelle Gaetano Pesce, donc Gaëtan en français avec un O à la fin, et Pesce, P-E-S-C-E, Gaetano Pesce. Et donc on retrouve un peu cette marque de fabrique, en tout cas. Bien sûr, on peut aller voir par exemple la lampe qui est ici, qui est assez amusante. Lorsque vous voyez par exemple la table et les chaises qui sont très dures, très solides, là on a vraiment une recette de résine totalement différente. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est vraiment, ça a presque une texture de peau. C'est très différent et c'est là où on voit qu'il y a vraiment des différences de recettes géniales dans la résine. C'est assez fou, hein, Et ça, l'idée à la base de Gaetano Pesce, j'imagine que c'était pas tant de faire de l'art, c'était vraiment des objets. Non, faire de la sculpture, c'est vraiment un esprit libre. Gaetano Pesce, c'est jamais quelqu'un qui a voulu répondre au code du mobilier. Lui, s'il voulait simplement s'amuser, c'est surtout un architecte. Et pareil que Garouste et Bonetti, en fait, ce sont des architectes qui, dans leur gros projet, ont fabriqué des meubles. Par exemple, cette lampe vient d'un bar qu'il a fait au Japon.
C'est un bar qui s'appelle Elliston, et dans ce bar, il y avait 6 lampes comme ça, donc de couleurs toutes différentes, qui étaient proposées. Et donc celle-ci est une des lampes qui était dans ce bar. Donc avec une provenance assez merveilleuse. Et donc, est-ce que dans chacune des pièces de Gaetano Pecci, on retrouve cette marque de fabrique qui est la résine? Bien sûr, toujours. Quasiment toujours, sauf sur le début des pièces, ses premières pièces dans sa carrière, c'est des pièces plutôt en mousse. Mais à partir des années 80, il essaye la résine, notamment avec ce fauteuil, qui est juste ici. C'est une des premières pièces en résine faites par ce designer. Et à partir de là, il ne va travailler que la résine. Est-ce que ces chaises ont... Je pose plein de questions, n'hésitez pas à vous aussi poser des questions, mais est-ce que ces chaises ont vocation à être porteuses d'hommes? Non, on s'entend, est-ce que les gens peuvent s'asseoir absolument dessus? pas. On ne peut pas s'asseoir dessus, et c'est même presque la volonté. C'est une série qui s'appelle la Pratt Chair. Le Pratt Institute, c'est une école d'art à New York, et dans les années 80, Gaetano Pecci va faire ses premiers tests sur la résine avec différentes recettes. En fait, il y a eu 9 recettes qui ont été imaginées, de la 1 à la 9. Et donc là, on a la numéro 7. La Pratt numéro 1 s'effondre totalement au sol, vient vraiment tomber, et donc elle est presque dans l'autre sens, tandis que la numéro 9 est aussi dure que du marbre. Là, vous voyez, on a affaire à la numéro 7. Si je bouge un peu les pieds, vous voyez ce petit effet un peu bouncy. Et donc, c'est vraiment au contraire. C'est la première fois qu'il vient dire le meuble est une sculpture et n'a pas forcément vocation à être utilisé. Le meuble devient presque un médium d'expression artistique. Et on retrouve aussi cette expression un peu de visage. Toujours. Sur la chaise, c'est une marque de fabrique de Gaetano Pecci. Ça a toujours un côté qui s'appelle anthropomorphique. Donc, ces meubles ont un lien avec le corps humain. Et donc là, par exemple, vous avez vraiment les 2 yeux, la bouche. J'ai le sentiment qu'on le retrouve aussi également avec la lampe. C'est des petits pieds qui paraissent très humains d'une certaine manière aussi. C'est vraiment une marque de fabrique de ce designer. Magnifique. Et justement, là, on voit la lampe et juste au-dessus, on a une petite présentation de la Pulp Galerie. Et on voit que la scénographie a été imaginée, faite par Cyril Van de Viot et Hugo Travaux. Exactement. Comment est-ce qu'on travaille avec des scénographes? Comment est-ce qu'on imagine un stand comme ça? Par quelle étape on passe? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de scénographes, beaucoup d'architectes qui regardent le potentiel. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, pour vous recontextualiser, donc dans ce salon, on présente toutes les galeries qui sont là, les 70 galeries présentent leurs pièces. Et nous, dès le départ, on a voulu faire quelque chose de différent et donc faire appel à des architectes d'intérieur. L'année dernière, en totale provocation avec ça, on a créé un intérieur parisien, donc très haussmannien. Enfin, Cyril et Hugo, nos scénographes, avaient imaginé un intérieur parisien. L'idée de nos scénographes, c'était de permettre au public de mieux appréhender les meubles, de les imaginer chez eux, etc. Et au contraire, cette année, ils ont imaginé quelque chose qui voulait davantage dire que les meubles étaient des sculptures, donc ils sont présentés comme des sculptures. Cyril et Hugo, donc Cyril est architecte d'intérieur et Hugo est designer de mobilier. Et ce sont des gens avec qui on travaille sur toutes nos foires. Et en fait, nous, on leur donne dans le cahier des charges un petit peu la liste des meubles que l'on souhaite présenter. Et eux, autour de ça, vont essayer d'imaginer une idée un petit peu originale, de pas faire simplement de la déco, mais quelque chose qui va happer les potentiels clients, les potentiels collectionneurs, et aussi démarquer notre galerie des autres. Et cette année, donc, ils ont imaginé ce grand échiquier. C'est assez parlant, cet échiquier. Il vous fait ressortir quand on se balade un petit peu. Peut-être qu'on pourra aller faire un petit tour. Mais là, voilà, je sais pas si vous voyez bien. Dites-moi si vous voyez bien. Je prends un peu de recul. On n'a pas malheureusement pas le grand angle. Est-ce que vous voyez bien? C'est assez parlant. Hein. C'est magnifique. On retrouve vraiment ce côté sculptural. Enfin, les pièces sont des sculptures. Ah bah tiens, je vois que tu es en train de manipuler justement des pièces. Qu'est-ce que c'est que cette chaise? Ça, c'est un fauteuil qui s'appelle la Barba d'Argento. C'est un fauteuil de Paolo Paluco et Mireille Rivier, qui sont 2 designers des années 80-90. Et donc, c'est un fauteuil qui est inspiré un petit peu du vocabulaire de la guerre. On est vraiment sur un très bon exemple de ce qui s'appelle le design radical italien des années 80. Il y a vraiment ce côté radical, ça se voit tout de suite. Et ce fauteuil a la particularité d'avoir un système qui permet de régler son assise. Ah ouais, c'est assez canon. Pour ceux qui étaient déjà là dans le dernier live de Paul, je vous l'avais déjà montré. C'est une pièce que j'avais mis de côté pour le pad. C'est vraiment le genre de meuble assez exclusif et très rare que j'aime garder pour justement c'est de ce côté-là si vous voulez le faire. Donc je vous montre. Il faut tirer la roulette. Et là ici on a le système qui s'actionne et donc qui permet de monter ou de baisser l'assise du fauteuil. Et vous direz que les clients auxquels vous avez affaire dans ce genre de foire, et même en règle générale en tant que galerie, sont plutôt
architectes, des designers ou ce sont directement des particuliers? Comment est-ce que vous travaillez justement? Vous travaillez beaucoup avec des architectes? Beaucoup, et en fait c'est une très bonne question puisque là nous avons la chance d'avoir déjà quelques pièces qui sont réservées sur notre stand et qui l'ont été justement par des architectes pour un beau projet qui a lieu à Londres en ce moment. Donc en fait c'est des architectes avec qui on avait déjà eu l'occasion de travailler, qui cherchent en fait à placer des pièces dans les appartements de leurs clients, et donc on a quelques pièces qui sont d'ores et déjà réservées pour des projets. Et j'ai une question de Studio Design Archi qui dit comment se fait la sélection pour participer au PAD? Alors, en tant que galerie ou donc en tant que designer contemporain, il faut être forcément représenté par une galerie. Mais toutes les galeries postulent directement au PAD et il y a un comité d'acceptation. Donc dans ce comité, par exemple, on va retrouver le directeur du musée des arts décoratifs, on va retrouver le directeur du musée, du mobilier national. En fait, ce sont des personnalités éminentes de l'architecture, du design et tout simplement des objets d'art en France, qui vont décider si oui ou non la galerie est pertinente à représenter, à être représentée au PAD. Ok, génial. Et donc vous avez été jugé comme pertinent parce que vous êtes 2 ans de suite. 2 ans de suite. Vous êtes une jeune galerie parisienne. Exactement. Et d'ailleurs, au-delà du PAD, vous avez un lieu à Paris où on peut vous rencontrer, où on peut travailler avec des personnes ou pas? Bien sûr, nous avons une galerie qui pour l'instant est en appartement. On a voulu créer un espace qui en fait dans lequel on se projette très facilement, et d'ailleurs lorsqu'on travaille avec des archis, des scénographes ou des décorateurs d'intérieur, c'est assez pratique de pouvoir montrer ça dans un showroom appartement, puisqu'en fait voilà, il y a vraiment un salon avec un canapé, une table basse, des fauteuils, et puis d'un autre côté on aura la salle à manger, les chaises, enfin quelque chose de très réaliste dans lequel nos clients peuvent se projeter assez simplement. C'est un peu le concept qu'on essaye de créer avec la galerie. Là ça l'est un peu moins, parce qu'il y a vraiment ce côté scénographique. Mais à l'appartement, il y a eu un c'est vrai le cas. travail de scénographie. D'ailleurs, c'est une des parties du métier auquel l'EDI forme. Je crois que tu le sais, puisque tu as un rapport un peu proche avec l'EDI. Quelques interventions. Mais à part ça, moi, j'ai quelque chose qui m'intrigue, c'est cette lampe-là, qui n'en paraît pas une sortie tout droit d'un futur antérieur. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est? Bien sûr. Mais c'est pas une lampe véritablement. C'est totalement une lampe. C'est totalement une lampe. C'est une lampe d'un groupe de designers qui s'appelle Pentagon Group. Pentagon Group, ce sont 5 designers allemands de la guerre froide. Et c'est ça qui est assez intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Ces 5 petits messieurs se rencontrent donc dans les années 80 en pleine guerre froide dans la partie russe de Berlin, donc dans la partie socialiste. Et à cette époque-là, c'est bien l'opposé de l'autre côté de Berlin. On n'a rien de rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'éditeur pour fabriquer nos meubles, on n'a pas de galerie pour vendre nos meubles, on n'a pas de magazine pour faire la promotion de ces meubles. Donc en fait, ces 5 designers se décident à faire une sorte de groupe, un conglomérat qu'ils ont appelé donc Pentagon, et ils vont fabriquer, promouvoir et proposer à la vente eux-mêmes leurs meubles. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement brut, avec des finitions très brutes justement. Il y a certains endroits où la lampe a été poncée, coupée, mais c'est même pas repoli par-dessus. C'est vraiment, on a ce côté un peu. On a ce côté un peu très brutaliste de la période guerre froide et de l'Allemagne de ce contexte. Et ensuite, ce que j'adore, c'est que le néon qui est ici, qui a été fait à la main sur mesure, soufflé dans la bulle juste ici, qui est une pièce absolument merveilleuse. Il faudra jamais qu'on le casse parce que refabriquer ça, c'est quasiment impossible. C'est donc un néon au gaz et on voit en fait le filet de gaz qui passe au milieu. Oui, je sais c'est ça pas qui est si génial. J'arrivais à le voir. Contrairement à d'autres systèmes d'électricité, enfin d'ampoules, là nous n'avons pas de fil qui vient faire la conduction électrique. C'est vraiment juste simplement du gaz qui part de bout en bout. Mais c'est pas dangereux, j'ai peut-être une question un peu naïve. Moi, je sais pas si vous le voyez bien en vidéo. Si je mets mes mains derrière, vous avez peut-être un peu mieux le filet qui est au centre. On voit un filet au centre, on voit qu'il est beaucoup plus dense sur les Bien sûr, ouais, sur la petite partie. Non, parce que le gaz est ici enfermé, donc de toute façon, il n'y a pas de risque. Puis, si jamais ça s'ouvrait, je pense que la quantité de gaz qu'il y a par rapport à la taille de l'espace, tout irait bien. Et ça, c'est toujours c'est toujours de Gaetano Pecci, on est sur un autre designer. Non, c'est vraiment de Pentagon Group, groupe de designers allemands de la guerre froide. Elle est assez subjugante, hein. Moi, je suis complètement hypnotisé. C'est une de mes pièces préférées. Puis avec cette base en béton qui rappelle justement pareil ce côté presque un peu mur de Berlin, quoi. Ah ouais, c'est brutal. Plusieurs couleurs ou pas? On me demande, est-ce que la couleur de la lampe a changé? Cette lampe, comme tous les néons au gaz de cette époque, existe donc en 2 couleurs, en rouge et en bleu. Et dès que vous allez avoir ce genre de système de néon au gaz, ce sera rouge et bleu. Mais du coup, comment est-ce que cette lampe-là a donc traversé plusieurs années, des dizaines d'années, elle a jamais été restaurée? Est-ce que ça, vous pouvez vous en assurer? Ah ouais, en fait, on le sait tout simplement parce que ce n'est pas vraiment possible de restaurer ce genre de pièce. Si un jour elle est cassée, il y aura plus de lampe, tout simplement. Magnifique. Et en fait, aussi pourquoi je le sais, parce qu'on arrive à facilement les identifier. C'est une pièce qui a été produite à 5 exemplaires.
Donc il n'y a que 5 lampes comme ça, 3 rouges et 2 bleues. Donc en fait, je sais où elles sont les 5 et voilà. Et je me demandais justement, tu dis qu'il y a que 5 lampes comme ça. Mhm. Je vois que tu as beaucoup de galeries. On voit que c'est des longs couloirs, hein. Je vous invite d'ailleurs à tous ceux qui sont sur Paris ce week-end. Ah oui, ces il faut prochains venir. jours, De vendredi à venir dimanche, ce sont les journées ouvertes au public et on sera ravis de vous accueillir et même de discuter de la formation de l'EDAI avec vous. On sera très content de vous accueillir sur le stand. Bah merci Paul. Et puis je me demandais justement, comment est-ce qu'on trouve, il n'y a que 5 exemplaires au monde de ça, énormément de galeries concurrentes, vous imaginez même pas ces longs couloirs, hein, de chaque côté, et énormément de galeries, 70 galeries. Comment est-ce qu'on trouve, comment est-ce qu'on chine, est-ce que c'est le bon mot, chiner, ce genre de pièces assez unique, et je vois aussi tout ce qu'il y a sur ton stand ici. Alors, moi je n'aime pas le mot chiner par rapport à ce que je fais. Ça a un côté un petit peu trop brocanteur, bien que ce soit un métier absolument merveilleux. Mais là, on est plutôt quand même sur de longues recherches. En fait, ce sont des pièces qu'on cherche précisément. C'est-à-dire qu'on change du côté « j'ai une bonne opportunité et je tombe sur quelque chose sur un vide-grenier le dimanche ». Non, là, c'est vraiment une bataille assoiffée pour repérer où sont les pièces, dans quelle collection elles sont et réussir à les négocier avec les collectionneurs et les sortir. Et à peu près toutes les pièces qui sont sur ce stand, ce sont des travaux de longue haleine. Par exemple, la lampe qu'on regardait tout à l'heure, la lampe carrée de Gaetano Pesce, c'est une pièce que je cherchais à sortir depuis 1 an et demi. Et il fallait simplement qu'à un moment, le collectionneur accepte de bien vouloir me la vendre. Parce que tu sais donc où sont à peu près les pièces, comme elles sont connues. Et surtout, comme il y en a très peu, c'est assez facile de savoir à peu près où sont toutes les pièces. Et du coup, tu n'as pas une anecdote un peu comme ça? Je dis ça par pure curiosité. Est-ce que tu as une histoire un peu unique de découverte? Parce que c'est aussi un métier de découvreur, j'imagine. Écoutez, le mieux, ce serait la lampe sur laquelle travaillent ces deux messieurs. Oui, je vois qu'il y a un gros chantier ici. Mais on la gardera peut-être pour après, parce qu'ils sont en plein chantier. Sauf si vous voulez qu'on la fasse maintenant. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, on voit qu'il y a plein d'autres. Je vois qu'il y a cette armoire, ce petit buffet. Bah non, mais on peut faire cette table si vous voulez, parce que c'est une pièce que j'aime beaucoup. Les chaises, donc les Broadway avec leurs petits ressorts, c'est des chaises qu'on va trouver plus souvent. Il y en a eu à peu près 3000 de fabriqués. 3000 pour des chaises, c'est rarissime, hein, mais. Je vous montre un petit peu les chaises pour que vous puissiez les voir. Donc toutes différentes. Elles ont vraiment toute une résine coulée qui est nuancée. On va toujours avoir des reflets un peu, pas forcément similaires. Et cette table, c'est une pièce que je voulais depuis très longtemps. C'est la deuxième que j'ai beaucoup de chance. Il y en a eu 20 de fabriqués, donc avec 20 plateaux uniques. Et donc pour la petite anecdote, cette table était dans une très jolie collection à New York. Et je la voulais depuis une éternité. Mais j'avais très peur de la faire venir depuis New York, parce que New York c'est quand même assez loin et cette table est assez grosse. Mais finalement, on la voulait tellement pour le pad qu'on a craqué et qu'on s'est fait ce petit plaisir de se la faire envoyer. On espère juste qu'elle repartira pas à New York chez de nouveaux collectionneurs, ça sera un peu bête, ça ferait trop d'avions. On a déjà la boîte. Ah, vous avez déjà la boîte, on a la boîte. Prêt, et tu disais qu'il y avait déjà quelques pièces qui avaient été réservées. Quelles Bien sont sûr. les pièces qui n'appartiennent plus à la Pulp Gallery? Alors, pour l'instant, tout appartient à la Pulp Gallery, puisque réservé n'est pas encore vendu. Tant que je n'ai pas reçu d'argent, c'est à moi. Et donc, cette lampe-ci a déjà été réservée. Et le fauteuil que vous avez juste là, justement par des décorateurs d'intérieur, des architectes d'intérieur qui souhaitent la placer sur le projet à Londres, dont je vous parlais tout à l'heure. Et également la lampe de Gaetano Pesce, la même chose, pour le même projet. Il y a Jeanne qui te demande, avez-vous une idée du temps passé pour la table en résine? Pour la production, ouais. Je pense que ça doit être autour de 4 heures, quelque chose comme ça. Finalement, en fait, il faut imaginer que c'est un grand moule en bois, donc qui fait parfaitement la forme de la table. Et si vous vous rapprochez un petit peu, vous allez voir qu'il y a des carrés à l'intérieur. Donc ça, c'est l'autre face. Est-ce que vous voyez bien? Parce que je sais qu'il y a un C'est pas forcément facile. Sinon, peut-être qu'on peut filmer par en dessous. Et on verra qu'il y a un système de carrés. Ah oui, on voit mieux le système de carrés. Exactement. Et donc, en fait, tout simplement, c'est un moule. Et donc, à l'intérieur, il va venir couler une résine bleue, une résine verte, une résine jaune et une résine transparente jusqu'à que le moule soit totalement rempli. Magnifique. Et une fois qu'on a la technique, étant donné que Gaetano Pesce fait ça toute sa carrière, ça prend beaucoup moins de temps. Oui, c'est vraiment, c'est sa patte, quoi. Exactement. Et on voit que ça, c'est le modèle Broadway de ces chaises. Exactement. Et on a un autre modèle, juste ici, c'est une Broadway. C'est une Broadway, mais c'est une Broadway à 8 pieds. C'est une version rarissime. C'est la version fauteuil, donc qui est plus large. Je m'assois, je vais vous montrer. C'est une version plus large, plus. On a droit de s'asseoir sur ces chaises. Ah, ça c'est vraiment fait pour ça. Et on y est très bien d'ailleurs. Effectivement, sur celle-ci, on a 8 pieds, donc on va un petit peu perdre l'effet rebond parce qu'on a plus d'équilibre avec 8 pieds qu'avec 4, vous vous en doutez. Et donc on a décidé de les mettre en bout de table. Moi, c'est une pièce que j'adore, qui je trouve fonctionne très bien derrière un bureau. Peut-être même encore mieux qu'autour de la table, mais finalement, on avait l'impression, vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez en commentaire. On se demandait si ça n'allait pas faire trop de pieds et peut-être un petit bazar de pieds, mais alors finalement... hyper intéressant parce que je sais qu'il y en a pas mal qui nous suivent, qui ont un œil aiguisé.
Est-ce que vous trouvez qu'il y a peut-être petit bazar. un embouteillage de pieds au sol? Qu'est-ce qu'on en pense, futur scénographe ou peut-être scénographe ou architecte d'intérieur? Qu'en pense votre œil et que pensez-vous du stand de Paul? N'hésitez pas d'ailleurs à lui rendre visite une nouvelle fois. J'en Qu'est-ce serais qu'on pense ravi. de ce stand? Mais vraiment, moi, je le trouve personnellement magnifique. Bravo pour Bah, le on est travail. très content et je trouve que justement les pièces ressortent beaucoup avec ce noir et blanc, qui sont des couleurs plutôt sobres qu'ont choisi nos scénographes. Ça fait vraiment ressortir les objets qui dénotent et prennent l'œil tout de suite. C'est assez agréable. Enfin, j'en suis très content en tout cas. Moi. Et donc, je vois que peut-être que tu peux nous dire deux mots sur ce qui se passe à côté, parce que Bien c'est sûr. possible. Ce serait dommage de ne pas savoir. Je crois que c'est la pièce maîtresse. C'est la masterpiece de notre stand que vous avez juste ici, qui est en train de faire ses derniers j'ai réglages. l'impression qu'il y a quelques petits Il y a réglages. quelques petits réglages à faire. Donc, c'est une lampe qui s'appelle la O Sole Mio et c'est une lampe horloge. Elle fonctionne un peu comme un métronome. Donc, le soleil rouge que vous voyez juste ici, là, est éteint mais va s'allumer. Et en fait, c'est un cycle de 12 heures en donnant l'heure allumée. Donc, il va le faire la nuit. Elle tourne pendant 12 heures allumée la nuit. Ah, bah, elle vient de Et s'allumer. elle vient de s'allumer. Ouais. Magnifique. Magnifique. Et elle va tourner ensuite 12 heures éteinte le jour. Donc, c'est une lampe horloge également de Gaetano Pesce dont on parlait. Et la particularité de cette lampe, l'histoire est un petit peu rigolote, c'est qu'en 1972, lorsque Gaetano Pesce l'imagine, la technique de l'époque ne permettait pas de faire une programmation suffisante pour faire vraiment une lampe horloge programmée qui donne l'heure et fait de la lumière. Et donc c'est resté au stade de prototype, comme tout ce genre de pièces. Il y en a eu 3 de fabriqués, 2 qui s'allument et qui tournoyaient un petit peu, et une qui était juste un cercle métallique et un morceau de résine sans électrification. On a la chance d'avoir une des 3 prototypes et une des 2 qui s'allument. Et le monsieur que vous avez là, qui s'appelle Yoran, qui est un automaticien de génie, a réussi avec le système d'origine à programmer la lampe. Parce que Yoran est sculpteur, automaticien et programmateur de composants électriques, électroniques, et donc a réussi à faire fonctionner cette lampe avec son système d'origine. Mais donc, elle n'est plus tant au stade de prototype puisqu'elle fonctionne. Elle fonctionne enfin. Elle fonctionne enfin, et donc bon là, le pad ouvre demain matin à 11h. Donc là, on est en train de faire les derniers réglages. On va surtout comme ça réussir à la mettre à l'heure, à la faire commencer sur le bon cycle. Parce que vous vous doutez qu'il y a aussi tout un petit mécanisme. Là, on est sur la fin de l'installation de cette lampe, ce qui nous permettra de clôturer le stand. Et donc, ce qu'on voit, ce petit soleil tourne au rythme des heures et fait le tour du cadran au bout de 12 heures, et ainsi de suite. C'est en vérité 11.635. Ah oui, on peut pas être... c'est une question de circonférence de cercle, c'est mathématique. Le bon endroit, est-ce que vous pouvez nous... Non, évidemment, non, mais c'est assez sublime. Je l'ai vu tout à l'heure allumée et elle fonctionnait, je crois, jusqu'à... Ouais, bien sûr. Hier, il y a eu un petit problème, mais c'est assez exceptionnel comme pièce. Ah, c'est génial comme pièce. Non, on n'a pas forcément de problème, simplement qu'il faut la mettre à l'heure et ça nécessite un petit fignolage de dernière minute. Bah, c'est absolument magnifique. Vous avez une sélection canon. N'hésitez pas en commentaire à poser vos questions. Peut-être qu'avec toi, on peut faire un petit tour du pad. Ouais, bien sûr, on peut partir se balader. Il va y avoir un peu de bruit, donc faut qu'on reste pas très loin les uns des autres. Je vois juste derrière toi, je vois Paul Louis qui est avec donc Paul Louis qui est la personne à gauche de l'écran, qui est ton associé, c'est ça? Vous êtes à deux. Nous sommes à deux dans la galerie. Bah, si vous voulez, on peut déjà commencer à aller voir le stand qui est en face du mien. Donc ça, c'est le stand qui est juste en face de vous. Qui est... Ah oui, là aussi, on a une scénographie, c'est volontaire. Toutes ces feuilles par terre. Je sais pas du tout, je me posais la question. S'ils font ça, c'est peut-être pour que les gens n'aillent pas marcher sur leur stand. Oui, c'est probable. Parce que vu que ça n'a pas ouvert, ils ont un sol blanc. Le sol blanc, c'est un peu risqué. Mais pour les amoureux de déco, c'est vraiment exceptionnel comme endroit. On a certaines des plus belles pièces du monde. Donc ici, c'est la galerie qui est juste à côté de nous. Ça s'appelle Mass Modern Design. C'est une galerie néerlandaise qui était nos voisins l'année dernière aussi. Et est-ce que toi, tu connais, tu crois à peu près toutes les pièces qui sont présentées ici? Non, bien sûr que non. Bah, par exemple, là, on est sur une galerie de design contemporain, juste ici, qui s'appelle Pradier Jeannot. C'est une galerie qui est présente au Puce de Saint-Ouen et qui fait de l'édition de mobilier contemporain. Donc, la plupart des pièces que vous allez avoir ici sont des pièces de jeunes créateurs, de jeunes designers, qui viennent justement être présentées au PAD. Donc, on n'est pas sur du meuble ancien. En fait, on fait toujours au PAD. Il y a donc 2 spécialités. L'une qui s'appelle donc le design historique et l'autre le design contemporain. Donc nous, on est en design historique puisque ce sont des pièces qui ont quand même plus de 20 ans et pour la plupart, ce sont des designers qui sont décédés. Tandis que ça, par exemple, c'est une galerie qui va présenter de jeunes designers, un petit peu la nouvelle vague de la création. Et d'ailleurs, ils ont des poulains dans leur galerie qui sont rentrés au mobilier national d'ores et déjà. Théophane ne marche peut-être pas sur les stands des autres sans y être autorisé. Très bien, je prends mes aises parce que c'est vrai qu'on a envie de s'asseoir, qu'on a envie de découvrir ces intérieurs. C'est magnifique aussi juste ici.
Et est-ce que toi, tu dirais que tu as une spécialité? Est-ce qu'on vous reconnaît, la Paul Galerie Bien sûr. et Paul Ménasser, comme spécialiste d'une époque, d'un Oui. domaine? Nous, notre spécialité, ça va être donc le design radical des années 80 à 90 et aussi notamment le mobilier sculptural. Nous, en fait, on va vraiment travailler sur des designers qui mettaient de côté la fonction du meuble pour faire, pour mettre en avant justement la forme et le style. Si vous voulez, on peut aller se balader un peu par là-bas. Il y a une autre galerie que j'aime beaucoup qui fait du Ouais, ça design serait- contemporain, ça va vous plaire. Ah oui, je serais curieux de savoir quelle est la galerie qui t'interpelle le plus en cette veille d'ouverture. Parce que j'imagine qu'on ziote à gauche et à droite, qu'on regarde ce que font d'une certaine manière vos Bien sûr, concurrents. on connaît tout le monde. Là, par exemple, justement, ici, vous allez avoir Théorème Édition qui présente une sélection de mobilier contemporain avec, donc, comme on l'avait tout à l'heure, une sélection de jeunes designers et, et ce magnifique salon qui est sublime. C'est sublime ce canapé, je sais pas si vous voyez, absolument sublime. On n'a qu'une envie, c'est de s'y allonger. Et vous voyez, encore une fois, on est à la veille d'ouverture, donc les personnes fignolent les derniers détails. On voit les scénographies qui sont en train d'être finalisées. Absolument magnifique. Là, juste à côté, on a une galerie qui s'appelle Chevalier par Sua, qui est spécialiste du tapis et de la tapisserie. Vous avez vu la taille de cette grande tapisserie qui est dans le fond? Tapisserie de Jean Lursa. Magnifique. Un très bon peintre des années 60 à 80. Tapisserie très, très allégorique, très belle, assez impressionnante. C'est des volumes quand même, faut pouvoir la mettre chez soi, celle-ci. Hein. Imaginez la taille. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais vous dire la taille. Elle fait 2,58 m par 6,80 m. On a rarement des tapisseries de 6,80 m de long, ce qui est génial. Ce qu'il faut s'imaginer avec ce genre de pièces, c'est que ce sont des choses qui ont dû être potentiellement commandées directement pour des appartements, parce que en tant qu'artiste ou designer, c'est un peu risqué d'imaginer des pièces de 7 mètres si on n'est pas sûr d'avoir le client pour. Ah oui. Il faut quand même des intérieurs pour les placer. On va retourner vers chez nous. Ce sera. Magnifique. N'hésitez pas, je vois que vous êtes plutôt discret dans les commentaires, mais n'hésitez pas à poser vos questions à Paul. Il sera ravi d'y répondre. Bien Si vous avez sûr, envie avec de grand voir plaisir. certaines choses du pad, des questions, on a énormément de chance d'être là, de pouvoir un peu se balader. On retrouve ici ce stand juste en face de celui de la Paul Galerie. Vous voyez ici aussi le fameux technicien qui s'occupe de la lampe, qui est en train de réparer des petits détails. On voit les petites flammes. Est-ce que toi, Paul, tu as un mot qui te vient quand tu vois ton stand? Est-ce qu'il y a un désir artistique, créatif derrière? Qu'est-ce que ça t'inspire Je vais vous dire, c'est très drôle, mais j'ai hâte d'imaginer avec mes scénographes et architectes d'intérieur le prochain. C'est le premier truc qui me vient en tête lorsque je vois mon stand. C'est vraiment, j'ai hâte d'imaginer le prochain, donc il sera au Pad Londres, parce que le Pad existe à Paris et à Londres, et donc c'est en octobre, et en octobre, on va essayer d'imaginer quelque chose de totalement différent, encore une nouvelle scénographie bien inventée, et ça va être vraiment merveilleux. J'ai hâte. En plus, pour la petite anecdote, Londres, c'est une autre clientèle que Paris. Ça va vous intéresser. Ce sont d'autres décorateurs. On va peut-être aller par là, on aura un petit peu moins de bruit ambiant. Et Londres, ce sont une clientèle un peu plus Moyen-Orient, Inde, donc Dubaïote, etc. Donc, il faut imaginer une scénographie et aussi des pièces qui vont davantage plaire à cette clientèle, parce que comme vous en doutez, là, on a une clientèle très parisienne qui a un goût spécifique, mais sur des salons comme le Pad Londres, on va avoir une clientèle qui est un peu différente. Donc, on va essayer d'adapter notre scénographie à ce salon qui aura lieu en octobre. Voilà. Et je me demandais, est-ce qu'il y a des clients qui viennent un peu avant l'ouverture, vous tapoter à l'épaule et vous dire, écoutez, vous me la mettez de côté celle-ci? Oui, bah ça peut arriver. C'est des choses qui existent et qui font toujours plaisir. On va potentiellement changer les pièces. Si on a des pièces qui se vendent avant, on les changera. Évidemment. Vous avez des stocks de côté? Bien sûr. Bah, vous étiez déjà venu avec le DAI à la galerie, à l'appartement. Je me permets de retourner un petit peu par là-bas parce qu'encore une fois, il y a un peu de bruit. Oui, c'est ça, c'est le chantier. Vous étiez déjà venu à l'appartement, mais on a donc toute une autre sélection qui est présentée à l'appartement. Donc, on va essayer au fur et à mesure de remplacer les pièces vendues pour pour avoir toujours des choses à proposer, parce que c'est vrai que certains pourraient être déçus s'ils arrivent et que tout est vendu. Exactement. Ce serait bien triste. Et je me disais peut-être pour la fin, n'hésitez pas à me dire s'il y a une pièce sur laquelle vous voulez revenir. Moi, je suis quand même assez curieux de Gaetano Pecce et de cette pièce qu'on a juste Bah oui, devant. on peut en parler parce que cette pièce est vraiment un grand témoin en fait du travail de Gaetano Pecce,
puisque dans cette chaise, il a voulu faire une sorte d'allégorie de tous les symboles qui font d'un artiste un artiste. Et donc, si vous voulez, je peux vous les détailler. Là, par exemple, vous avez un jeu de cartes, juste ici, je sais pas si vous le voyez. Il y a plein de détails un peu partout. Est-ce que vous voyez bien le jeu de cartes? On voit le jeu de cartes qui est posé juste ici. Le jeu de cartes, c'est pour le hasard et la chance, surtout le hasard des cartes. Là, vous avez juste ici un labyrinthe. Le labyrinthe vient symboliser la recherche. Vous avez ici le vin et le pain, parce qu'il faut se nourrir de son art. Ah oui, on voit, mais je n'avais pas fait du tout attention à ça. Donc là, on voit une grappe de Une raisin. grappe de raisin et juste Avec un œil aussi. avec un œil aussi. Je sais pas si vous voyez bien, c'est canon. Et à côté, on a une sorte de pain, bon, un petit peu vulvique, Oui, je mais sais pas si ça se voit bien. On a une sorte de miche de pain. exactement. Juste ici, on va avoir un signe qui est celui-ci, c'est un signe de chance, là d'où vient Gaetano Pesce. Ça, c'est un signe de chance. Du coup. Ouais, c'est un signe de chance en Italie. C'est un peu le même signe que les cornes du taureau. D'accord. En bas, vous allez avoir la montagne avec le serpent, une allégorie à la tentation. Ah ouais. Je sais pas si vous voyez bien tous ces détails. Là, vous avez la main de Gaetano Pesce qui est directement moulée dans la chaise. Je vais enlever ma main, comme ça vous allez voir. Et donc, on voit ici, on peut donc faire rentrer sa... Ah ouais, c'est assez... Et vivre un peu avec le designer. On a vraiment un côté... Et ça, c'est volontaire, c'est une marque de fabrique, quelque chose qu'on retrouve chez Gaetano Pesce. non, c'est uniquement sur cette série qu'il a fait ça. Si vous voulez, je peux continuer avec les derniers carrément. symboles, bien sûr. Ici, on a la valise qui symbolise le voyage. Et on... Ah ouais, magnifique. En haut, vous allez avoir l'œil et la croix. La croix juste à côté. Parce qu'il faut toujours avoir la foi dans son art et dans son travail. Magnifique. Vous allez avoir juste ici le livre. Mais elle est pleine de secrets. Oula, je vois d'autres choses. Le Elle est livre pleine symbole de la connaissance. Elle est pleine de secrets et je crois que la dernière est pas... Ici, il y a une scène de sexe. Voilà, tout simplement. Parce qu'il faut prendre du plaisir dans son art. D'accord. Et vous allez avoir les deux derniers symboles qu'on retrouve juste ici. Les deux visages, parce qu'un artiste a toujours deux visages. Et la main, juste là. Parce que le travail manuel prime toujours. Et là, nous avons fait le tour des symboles de cette chaise. Magnifique. Et en fait, qui est pleine de symboles. Et en fait, on se rend compte que c'est plus tant une chaise, c'est ce que tu disais au départ. Non, ça devient véritablement une sculpture, mais même dans la manière dont cette chaise doit être positionnée dans un appartement par un architecte d'intérieur, ça doit avoir ce côté sculptural. C'est en fait une pièce, par exemple, qu'on pourrait imaginer dans une entrée. On y poserait son manteau le soir, ou même ça peut être une table de nuit. Enfin, il faut vraiment réinventer ce genre de meubles pour leur donner cet aspect très sculptural, les présenter sur une sellette ou leur donner une fonction différente. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas la mettre autour d'une table. Est-ce qu'on pourrait même dire que c'est d'une certaine manière des pièces de musée? Ça, ce sont des pièces de musée. Dans la série des 9 chaises donc, qui ont été fabriquées, il n'y en a que 2 en main privée. Toutes les autres sont dans les musées. Le MoMA en a une, le Centre Pompidou en a une. Moi aussi. C'est donc des choses qu'on peut retrouver en allant voir des expositions Bien sûr. au musée. Bah, en fait, c'est très rigolo, mais cette chaise était restée dans le studio de Gaetano Pesce jusqu'en 1996. Et en 1996, il a fait une exposition monographique, donc seulement lui, au Centre Pompidou. Donc tout le Centre Pompidou avait été aménagé par Gaetano Pesce. Il avait fait la scénographie de son exposition qui était exceptionnelle. Et il avait choisi cette chaise pour être présentée dans son exposition. Donc elle a déjà été présentée en musée, en exposition, même plusieurs fois. Et on en est très fiers. On a une question de Lanisso qui dit: est-ce que vous choisissez toujours les mêmes types de pièces, tables, chaises, luminaires pour vos galeries? On a en fait des designers qu'on maîtrise très bien. Et c'est surtout ces designers sur lesquels on est spécialiste qu'on va choisir de représenter au maximum. Oui, c'est ça, et notamment les designers qu'on voit là juste Exactement, ici, il y a une Marcos liste qui est Coppel, juste en haut. qu'on peut regarder rapidement si vous voulez faire un screen ou aller faire des recherches un peu plus précises sur la Pulp déjà, mais sur les designers qu'on retrouve dans le stand de la Pulp Gallery. Elisabeth Garouste et Mattia Bonetti, Paolo Paluco et Mireille Rudier, Gaetano Pesce et Sandro Mondini et le Pentagon Group, notamment pour cette fameuse lampe qui pour moi détonne et qui mérite sa place un peu centrale et d'accueil. Bravo, c'est une très belle pièce. On en est très content. On vient de la vendre à l'instant. C'est vrai? Dans les coulisses. Vous Dans êtes les vraiment coulisses. les coulisses. Alors de bah là, Pulp. on a Pendant un que nous étions en train de discuter, je me faisais un petit peu discret pour ne rien perturber, mais cette lampe vient d'être vendue à l'instant.
Magnifique, bravo. Bah, on a eu de la Très chance pendant ce live d'assister à une vente un peu dissimulée. Vous avez dû voir Paul Louis, son associé, qui parlait derrière avec les personnes. Exactement. En l'occurrence, j'imagine que c'est cette personne qui l'a acheté. Bravo. On est super content d'être là et de faire cette foire et de vivre toutes ces belles expériences. Ouais, c'est magnifique. On a une dernière question pour la fin. Allez. Bien sûr, avec plaisir. Quels sont les artistes éco-responsables et éthiques que vous avez? Alors, éco-responsable et éthique. C'est une très bonne question. Je ne saurais pas vous répondre pour une raison très simple. Nous travaillons sur des artistes des années 80 à 90. Donc, à l'époque, ce n'était pas forcément des choses qui étaient très engrangées dans la tête des designers. Mais, quand même, l'avantage, c'est que tout ça n'est que de la seconde main. Donc, d'une certaine manière, c'est aussi ça. Ce ne sont que des meubles à qui on va donner une seconde vie, qui ont été transmis de collection en collection, d'appartement en appartement. Donc d'une certaine manière, c'est peut-être comme ça qu'on peut imaginer l'éthique de la seconde main. On va pas t'embêter plus longtemps, je vois que de partout ça grouille. Ça grouille. Et que vous êtes sollicité de partout, qu'on vous achète même pendant ce live des meubles. D'ailleurs, c'est fou, c'est la magie du live. Hein. Si les personnes pendant ce live sont intéressées, veulent acheter certaines pièces. Ah, il faut le faire maintenant, hein, ça part très très vite. Et bah écoute Paul, peut-être que tu as un petit mot de la fin. Je sais que c'est une super expérience pour vous. Vous êtes jeune, vous êtes certainement dans les plus jeunes représentants ici de galerie. Cette année encore, nous sommes les plus jeunes, on a cette chance. Donc bravo, c'est un sacré parcours. Merci de nous ouvrir les portes. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, notamment pour toutes les personnes qui suivent l'EDAI et qui vous suivent aussi J'ai un mot de la fin parce que justement, cette foire et ce stand, ce sont des choses que nous préparons un an en avance avec nos scénographes. Et en fait, c'est merveilleux tous ces allers et retours qu'on fait ensemble, les plans qu'ils nous présentent, les idées qu'ils nous suggèrent, tout ce travail qu'on va faire à quatre mains. Enfin, du coup, on est quatre, donc ça fait plein de mains. Je vous laisse compter. À 8 mains, qu'on va faire à 8 mains. C'est en fait assez merveilleux de voir la finalité de la scénographie. Moi, ça me rend fier comme tout. Je suis tellement heureux de travailler avec les scénographes qui m'accompagnent. Je trouve que c'est un métier merveilleux et ça permet de si bien mettre en avant les pièces que je présente. Et en fait, sans ça, je trouve que ces meubles n'auraient pas le même sens et la même portée. Donc je suis vraiment très heureux du travail de scénographie qui a été fourni et ça me réjouit. Voilà. Un grand merci encore de nous avoir ouvert les portes de la Pulp Gallery. On n'aura malheureusement pas la lampe allumée pour les dernières minutes. On aurait espéré qu'il y ait un petit sursaut. On voit que Paul Louis est donc Paul Louis est en train de prenez votre temps, messieurs, ne vous inquiétez pas. On vous mettra une petite story une fois que ce sera allumé. Exactement. Un grand merci. Merci à vous. J'étais ravi de pouvoir encore répondre à vos questions et échanger avec vous. Et à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Merci, Paul. Je prends la main pour ces toutes dernières secondes. Merci d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à la Pulp Gallery, à leur envoyer un message dans la dernière story qu'on a mis. On a mis leur Instagram, vous pouvez les contacter, ils seront ravis d'y répondre. N'hésitez pas aussi, voilà, si vous avez des questions sur notre école, on essaye de plus en plus de s'emparer des sujets autour de la scénographie, du design, de l'architecture d'intérieur, à nous suivre. Abonnez-vous. On a d'autres super lives, d'ailleurs dans 1 semaine et demie. On a la chance de pouvoir intégrer de l'intérieur, encore une fois, c'est un peu le concept de ces lives-là, d'intégrer de l'intérieur, d'aller se balader dans les backstage, dans les coulisses de la maison Manuel Canovas, pour ceux qui connaissent. Une maison grande réputation, une grande maison de tissus. Donc voilà, pour tout ce qui est tapisserie, rideaux, dans les grands hôtels, qui travaillent avec des architectes. On a la chance d'avoir une des décoratrices d'intérieur qui va nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, abonnez-vous si vous voulez pas louper ce moment-là. N'hésitez pas, si vous vous posez des questions par rapport au métier d'architecte d'intérieur et de scénographe, à prendre rendez-vous avec nous directement dans notre bio. C'était un plaisir en tout cas de passer ce moment avec vous. Je vous dis à très vite pour un prochain live. Et puis n'hésitez pas à suivre la Pulp Gallery et à vous rendre au pad qui ouvre ce vendredi au grand public. Au revoir.